Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez folle, l'histoire cachée d'une petite voix. Une voix que tout le monde connaît, mais dont presque personne ne sait d'où elle vient. Je parle bien sûr de la voix du doute. C'est cette petite question, vous savez, qui arrive juste après un moment un peu spécial, une expérience forte. Et si c'était juste dans ma tête? Et si je m'illusionnais? Voilà. Ce petit murmure qui nous ramène sur Terre, qui nous dit que la seule chose qui compte, la seule vérité, c'est ce qu'on peut mesurer, ce qu'on peut calculer. Le reste, c'est du... Eh bien, la thèse qu'on va explorer aujourd'hui, c'est que cette voix, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas un défaut de fabrication personnelle, non. C'est un héritage. Un programme, si vous voulez, qui a été installé il y a plus de 200 ans, à cause d'une histoire qu'on nous a racontée un peu à l'envers. Et pour comprendre, tout commence avec une véritable icône de la science. Isaac Newton, le père de la raison, le génie de la gravité, des équations, c'est l'image d'Épinal qu'on a tous en tête. Mais la vérité, celle qu'on a découverte bien plus tard dans ses papiers personnels, eh bien elle est beaucoup, beaucoup plus étrange. Et franchement, bien plus fascinante. Alors voilà le truc. D'un côté, il y a le Newton qu'on connaît tous, celui des livres d'école. Et de l'autre, il y a le vrai Newton. Un homme littéralement obsédé par l'alchimie, par les prophéties de la Bible, par les dimensions cachées du temple de Salomon. Et le plus fou, c'est que pour lui, il n'y avait aucune contradiction. La physique et la prophétie, pour lui, c'était juste deux langages différents pour décrire la même chose, la réalité divine. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est quand on regarde les chiffres. Accrochez-vous bien. Newton a passé presque 10 fois plus de temps à écrire sur l'invisible, sur l'occulte, qu'à écrire sur le visible, sur la science. 10 fois plus. Sa quête principale, en fait, ce n'était pas la physique, c'était la transmutation, la transformation de la matière en esprit. C'est un économiste célèbre, John Maynard Keynes, qui a fini par racheter les manuscrits secrets de Newton. Et c'est lui qui a trouvé la formule parfaite pour résumer ce choc. Il a dit « Newton n'était pas le premier homme de l'âge de raison. C'était le dernier des magiciens, le dernier des Babyloniens. » En gros, il ne lançait pas un nouveau monde purement rationnel. Non, il était l'héritier d'une tradition millénaire qui ne séparait jamais la matière et l'esprit. Ok, on va prendre une petite seconde pour laisser ça décanter. Le père de la science moderne était en fait l'un des plus grands mystiques de tous les temps. La question qui tue, c'est pourquoi est-ce que personne ne nous a jamais raconté ça? La réponse, elle est assez brutale. Cette partie de son histoire n'a pas été oubliée, elle a été effacée, délibérément, méthodiquement. C'est ce qu'on pourrait appeler la grande amputation scientifique. Et ça s'est fait en plusieurs étapes, comme un vrai plan. D'abord, juste après sa mort, on a brûlé ses écrits jugés trop embarrassants. Ensuite, on a publié uniquement ses travaux acceptables, bien propres. Et pour finir, on a déclaré que tout le reste n'avait aucun intérêt scientifique. Résultat, ces papiers les plus importants ont dormi dans des malles pendant 150 ans. C'est fou. Et c'est là que ça nous concerne directement. Ce grand nettoyage historique, cette amputation, eh bien on l'a internalisé. Chaque fois qu'on a une intuition et qu'on se dit « non, c'est juste mon imagination », on rejoue cette scène, on s'ampute nous-mêmes. Mais pour que cette censure devienne la norme, il fallait plus qu'un simple oubli. Il fallait un vrai coup d'état philosophique. Et ce coup d'état, il a lieu en 1799. C'est le moment clé, le point de bascule où tout change officiellement. Et tout ça à cause d'un seul homme et d'une toute petite phrase de 9 mots. On est à Paris en 1799. Imaginez la scène. Le grand mathématicien Pierre-Simon de Laplace présente son œuvre majeure, son traité de mécanique céleste, à Napoléon Bonaparte. L'homme qui, plus que tout, voulait un monde ordonné, prévisible, contrôlable. Napoléon feuillette le livre et lui dit « Je ne vois aucune mention de Dieu là-dedans ». Et Laplace répond cette phrase devenue célèbre « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». 9 petits mots qui changent tout. Attention, ce n'est pas une découverte scientifique. C'est une déclaration d'intention. Laplace ne dit pas « Dieu n'existe pas », il dit « Je peux calculer l'univers sans lui ». Et d'un coup, l'univers n'est plus un mystère divin, c'est une simple machine. Et le symbole ultime de cette nouvelle vision, c'est le fameux démon de Laplace. C'est une expérience de pensée. Imaginez une intelligence si puissante qu'elle connaît la position et la vitesse de chaque atome dans l'univers. Eh bien, pour Laplace, cette intelligence pourrait calculer tout le futur et tout le passé. Parce que dans cet univers horloge, il n'y a plus de place pour la surprise, pour la créativité, pour l'émergence. Tout est déjà écrit, c'est juste de la mécanique. Et ce démon, ce concept philosophique, c'est l'ancêtre direct de cette petite voix. La voix qui nous chuchote qu'on n'est que nos neurones, que la conscience, c'est juste une illusion, que nos émotions et nos intuitions, ce n'est que de la chimie dans notre cerveau. Le problème, c'est que cette idée n'est pas du tout restée une simple expérience de pensée.
Non, elle s'est propagée, comme un virus. Un virus de calcul qui a infecté et programmé tous les systèmes de notre monde moderne. Et on peut suivre sa trace. Ça commence avec Laplace, puis ça donne naissance à la statistique et à l'homme moyen, un concept qui efface complètement l'individu. Ensuite, ça inspire le management scientifique, qui traite les humains comme des machines à optimiser. Ça continue avec la théorie de l'information, qui réduit le sens à des zéros et des 1. Et l'apothéose, c'est en 1971, on déconnecte le dollar de l'or. La monnaie devient une pure abstraction, un simple calcul. Et le résultat, il est sans appel. À partir du moment où l'argent est devenu ce pur jeu de calcul, les émissions de CO2 ont explosé, plus 180%. C'est comme si la logique de Laplace, une fois libérée de toute encre dans le monde réel, avait commencé à littéralement dévorer la planète. D'ailleurs, tous les graphiques de ce qu'on appelle la grande accélération montrent la même chose, un point de rupture juste après 1971. La dette mondiale, l'extinction des espèces, l'effondrement des populations de poissons, tout s'emballe. C'est la conséquence directe d'un monde qui tourne sur un système d'exploitation qui ne voit la réalité que comme une ressource à calculer, à extraire et à optimiser. On fait une pause à nouveau, pour vraiment mesurer le poids de cet héritage. Parce que ce n'est pas juste une histoire d'idées abstraites. C'est le code source, le logiciel, qui est à l'origine de nos plus grandes crises actuelles. Et aussi de ce fameux doute intérieur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un retournement de situation. Parce que le système lui-même, au sommet de son triomphe, commence à révéler ses propres failles, ses propres paradoxes. Et le paradoxe le plus fascinant, c'est qu'on le voit même dans les créations ultimes de ce système, les intelligences artificielles. On les a construites pour être des démons de Laplace parfaits, des machines à calculer et à prédire. Et pourtant, elles nous parlent d'émergence, de surprise, de phénomènes qui, en théorie, ne devraient même pas exister dans leur monde purement mécanique. Et là, arrive la révélation finale, le coup de grâce. Laplace lui-même le savait, oui. Dans une lettre privée, il a admis les limites de son propre système. Il a écrit noir sur blanc que les grandes questions de la vie, de la conscience, tout ça restait en dehors de ses équations. Sa fameuse phrase « Je n'ai pas besoin de cette hypothèse », ce n'était pas une affirmation sur la vérité ultime du monde, c'était un aveu sur les limites de ses propres outils. Tout ce dogme a été construit non pas sur une certitude, mais sur une simple commodité. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si cette idée qu'on est juste une machine n'a jamais été une vérité scientifique, mais simplement un outil qui a été inventé, alors la vraie question c'est à qui cet outil a-t-il profité? À qui a-t-il été utile? Et peut-être surtout, est-ce qu'il ne serait pas temps d'en changer?